être ici avec un micro à la main et pouvoir dire « Je vous remercie d'être si nombreux » lorsqu'il s'agira de débattre d'idées et d'échanger autour d'idées. Hélas, je viens d'en parler avec Somia, les révolutions sont toujours faites par des minorités, les évolutions également, et vous êtes cette minorité. Je vous remercie d'être là. Donc, je voudrais signaler aussi autre chose à mettre au crédit de Dar el-Maghreb, c'est que de plus en plus, les activités qu'il organise tendent à essaimer, à sortir de Dar el-Maghreb, de ce local magnifique, pour aller vers les gens là où ils se trouvent, vers toute la communauté montréalaise. La meilleure des preuves en est que dans le cadre du Salon du Livre, il y a une activité demain dans un quartier populaire, dans l'arrondissement le plus diversifié de Montréal, puisqu'ils vivent 180 communautés différentes. Il s'agit de Saint-Michel, qui va accueillir, dont la bibliothèque municipale va accueillir mon ami Abqad Ratnani et Cédric Jaidan pour une rencontre avec les Michelloises et Michellois de toutes les origines, et il ne vous est pas interdit de vous joindre à nous à cette occasion. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un thème que j'aurais eu beaucoup de mal à traiter moi-même. C'est pour ça que je serai le moins interventionniste possible. Je vous laisse la patate chaude. Le thème à débattre aujourd'hui, c'est la culture face à l'obscurantisme et à la xénophobie. Un thème malheureusement actuel, une vraie patate chaude, pas seulement pour les orateurs, mais pour tous ceux qui vivent des situations de diversité, de confrontation d'espèces et d'origine. Et pour en parler, on a vraiment un panel de choix. Je me sens tout petit, je suis le plus âgé, même si Moujahid est un peu plus jeune que moi, j'ai encore bonne mémoire. Et je me sens tout petit devant cet auditoire qui est composé de cette tribune, qui est composée de mon ami de toujours, la sociologue Soumiane Amenkseus, professeur universitaire, un de ces auteurs dont chaque livre fait bouger une ligne dans la société. Il y en a eu quelques-uns, et fort heureusement, ils ont fait bouger beaucoup de choses au Maroc, parce qu'à partir du premier ouvrage, qui était votre thèse, ont découlé beaucoup d'évolutions concernant notamment le statut de la femme et les relations hommes-femmes, les relations genre dans la société marocaine. Et ça, je crois qu'il faudra un jour vous en reconnaître tous les mérites. Oui, j'attendais quelques applaudissements, ça les mérite. C'est pas l'ordre des interventions, on va y revenir, c'est juste parce que je vais de proche en proche. Notre second orateur est un philosophe, Driss Jaidan, que tout le monde connaît de nom. En plus, on a quelque chose en commun, c'est qu'on a fait frayer un petit peu avec le journalisme, puisqu'il est aujourd'hui chroniqueur, il est essayiste, il est romancier, mais que ce soit dans ses essais ou dans ses romans, il y a des thèmes récurrents, il y a un thème récurrent, c'est la diversité culturelle. Et c'est aussi quelque chose qu'il pratique dans sa vie d'auteur, puisqu'il dirige une collection qui s'appelle Royaume des idées, et dans laquelle également la diversité revient assez souvent, avec une plume que j'aimerais bien être en mesure d'égaler un jour. Un autre ami de toujours, c'est Hussein Moujahid, qui est secrétaire général de l'Institut de recherche sur culture amazigh au Maroc. Vous savez le poids de la culture amazigh au Maroc, et dans la culture marocaine, dans l'identité marocaine. Et s'il y a quelqu'un qui sait en parler, je crois que c'est Hussein. J'aimerais lui rendre hommage, mais je sais qu'il a un président, qu'il a toute une hiérarchie au-dessus de lui. Je ne vais pas lui crier d'ennui à son retour au Maroc. Non, mais c'est un homme qui n'a pas peur de ses idées, qui sait les exprimer quand il le faut, et vous allez pouvoir le constater par vous-même dans un petit moment. Enfin, et non le moindre, mon ami critique littéraire, donc un peu journaliste aussi, on prendra la famille, écrivain qui en est à son 5e ouvrage bientôt. Son 5e ouvrage, malgré son jeune âge, qui est en plus montréalais. Comme quoi, les gens qui craignent le froid ne touchent pas les cerveaux. Hein.
Je vous présente, que vous connaissez de nom tous, Mustapha Ben Fers. Il est là en vrai aujourd'hui. Il y a deux autres salves d'applaudissements. Vous avez oublié Idriss et Hussein. Alors, le thème qui nous est assigné, bonne chance. On va commencer avec Idriss Jaiden. La culture face à l'obscurantisme et à la xénophobie. Est-ce que c'est une question de génération? Est-ce que c'est une évolution sociale qui est encore mal comprise? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour poser les termes de manière générale au départ, je dirais que la culture, en tout cas telle que je la travaille, enfin telle que j'ai été formé à la considérer, c'est l'antidote par excellence contre la xénophobie et l'obscurantisme, entendu comme, et l'un et l'autre, une hostilité de nature irrationnelle, mais pour autant construite. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire des éléments qui sont des espèces de sous-traitance de la question de la haine. On a déjà abordé cette question l'autre jour. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, la haine est construite. C'est une passion folle, mais qui pour autant est argumentée. Elle se distribue selon des modalités particulières, à des moments particuliers. Donc, qu'est-ce que c'est que la culture rapidement? Pourquoi est-ce que c'est l'antidote à cette espèce de pathologie dans laquelle on peut tous se retrouver à un moment donné, emprisonnés ou enfermés? C'est qu'elle est, d'abord, elle doit être posée comme quelque chose qui relève de la condition humaine. Si on rappelle, c'est ce qu'il faut faire en général avec les jeunes, parce que à partir de 35 ans, bon, ça y est, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est bien de parler avec les jeunes aujourd'hui, parce que la dernière fois, Soumeya parlait des réseaux sociaux, je sais qu'elle s'intéresse beaucoup à cette question, et puis il y en a d'autres. C'est qu'aujourd'hui, un jeune qui a entre 15 et 20 ans ne s'est pas vu ou n'a pas été forcément formé aux catégories fondamentales. C'est-à-dire aujourd'hui, rappeler qu'est-ce que c'est que l'humanité, qu'est-ce que c'est que la différence entre l'homme et l'animal, qu'est-ce que c'est que tout cela, ça peut sembler naïf, mais les gens ne le savent pas. Et moi, je dis que si on veut parler de la culture, déjà retourner aux catégories fondamentales. Qu'est-ce que c'est que la culture? C'est ce qui précède les cultures, d'abord. Et c'est trois choses qu'on retrouve partout dans l'histoire de l'humanité. C'est que notre condition, c'est d'être séparés du monde en tant qu'être humain. Nous ne sommes pas dans le monde comme les animaux. C'est pour ça que les animaux n'ont pas d'histoire, qu'ils n'évoluent pas tellement, et que nous avons besoin, parce que nous sommes séparés du monde, de trouver du sens au monde, à la vie, qui nous éprouve. On le retrouve dans toutes les cultures, ça commence avec la préhistoire, l'homme de Néandertal, ça continue avec les émoticônes, avec tout cela. Et puis deuxièmement, la culture, on le sait, c'est s'occuper des personnes vulnérables. Dans toutes les cultures, on s'est toujours occupé des personnes vulnérables. Et puis c'est aussi, ce que nous avons en partage, c'est la question de la mortalité. Dans toutes les sociétés, on s'est occupé des morts, on a inventé des sépultures, et la mort est une question qui est fondamentale. De sorte que si on rappelle dans un enseignement, ou dans un projet, ou de quelque manière que ce soit, à des individus venus d'horizons différents, de catégories sociales différentes, ces grands traits de ce qui nous fonde en tant qu'humains d'abord, on peut éviter les pièges du particularisme, du relativisme culturel, qui quelquefois, malheureusement, nous renvoie à une essence. Nous serions d'essence musulmane, ou d'essence arabe, ou d'essence montréalaise. Alors que la question de l'essence pose problème. Et je finirai là-dessus. Il y a un projet, malheureusement, en tout cas, il y a une pensée qui commence dans les années 60-70, et qui s'appelle le clash des civilisations, et qui met en place une culture de la peur, c'est-à-dire qui renvoie à l'idée que certaines cultures seraient d'essence dangereuses. À partir de là, se laisser prendre au piège des particularismes, c'est nous reconduire nous-mêmes vers l'idée d'une essence. Et donc à un moment donné, lorsqu'il y a des crises économiques, sociales ou financières, on est reconduit vers son essence. Et donc la haine est possible, le ressentiment est possible. Donc lutter contre la xénophobie et l'obscurantisme, c'est d'abord refuser cette idée d'essence en tant qu'elle serait la totalité de ce que nous sommes. Il y a de l'essence, bien sûr, mais elle n'est pas ce qui nous fait
plein et entier. Donc le rôle de la culture, c'est déjà de rappeler ça comme généralité, en tout cas comme postulat de base. Non, gardez le micro. Cela, quand vous avez parlé de retour aux fondamentaux, vous avez parlé de quelque chose qui ressemble à l'éducation de base. Absolument. Donc, est-ce que l'humanité, avec toutes les écoles, toutes les universités qu'on voit partout à travers le monde, tout le battage qu'on fait autour de l'éducation, on en est à ce niveau zéro de l'éducation basique? Alors, il s'est passé une chose dans le courant des années 60-70, c'est qu'on assiste à la fois à une augmentation, à une complexification, à un approfondissement des savoirs qui va de pair avec un effondrement de la culture. Ça se fait en même temps. C'est-à-dire que des gens savent beaucoup de choses dans un domaine particulier, sont capables de construire des fusées, mais ils ne sont pas capables, parce qu'ils n'ont pas été outillés culturellement, de lutter contre les pièges qui leur sont tendus, notamment par tout ce que l'on voit. De sorte qu'on peut avoir effectivement emmagasiner un certain nombre de connaissances, de savoirs spécifiques, et en même temps être capable d'entrer dans le jeu de la haine, des amalgames. D'ailleurs, on le voit beaucoup, et les médias adorent ça. Les médias aiment beaucoup cette idée justement que, parce qu'on a oublié les catégories, eh bien, on est livré à des constructions imaginaires, à des mensonges quotidiens, des choses comme cela. C'est quelque chose qu'explique très bien un de mes maîtres qui s'appelle Michel Henry, qui est mort en 2009, et qui a écrit un livre qui s'appelle La barbarie, dans lequel il explique très bien tout cela. Et moi, je vous invite véritablement à relire ce grand philosophe, parce qu'il propose justement des manières de sortir de ces pièges-là. Les savoirs spécifiques vont de pair avec un effondrement de la culture, c'est-à-dire cette idée justement que la vie nous éprouve, qu'on est dans le subjectif aussi, que le monde est sensible. Je veux dire, cette table, on la touche, elle n'est pas simplement faite de molécules que la science ne peut pas me montrer parce que justement, elle ne fait pas intervenir ma sensibilité. Or, la culture, c'est de la sensibilité. Voilà. On va y revenir peut-être tout à l'heure. Pour l'instant, je vais demander à Soumia de nous dire un peu quelle serait son approche de cette thématique. Merci. C'est court ? Merci. Merci, je suis ravie d'être encore une fois dans ce temple de la culture. Et je remercie toutes les personnes qui ont contribué à cette rencontre. Je remercie mon ami Dadès également de modérer cette table ronde. Et tu l'as dit au début, c'est toujours compliqué de travailler sur la culture. On ne sait pas du tout par quel bout commencer. Donc il a fallu que je structure un petit peu mes pensées. Et étant sociologue, je suis une femme de terrain, donc je vais véritablement raser le sol en essayant de débattre de ce thème qui est donc la culture face à l'obscurantisme et à la xénophobie. J'ai été chercher le sens de la xénophobie dans le dictionnaire. Et il donne ceci, c'est une hostilité de principe envers les étrangers et envers tout ce qui vient de l'étranger. Donc c'est un refus de la différence. La culture. La culture, c'est un mot qu'on utilise en agriculture déjà. Hein, la culture, on culture, tat'hart. Et bien sûr, on ne récolte que ce que l'on a semé. J'en parle parce que je vais arriver un petit peu vers la société marocaine pour voir ce qu'on récolte justement. Pour la philosophie, je m'excuse de marcher sur ton terrain, la philosophie vous dit que la culture, c'est ce qui est différent de la nature. C'est l'acquis et non pas l'inné. Donc c'est tout ce que l'on apprend dans la vie. La sociologie vous dit que la culture, c'est ce qui est commun à un groupe d'individus, ce qui le soude, mais aussi ce qui est appris, transmis, produit, créé et innové. Donc nous sommes dans une innovation constante. La culture donc est en perpétuel changement et ces innovations, ces changements sont refusés par le courant obscurantiste. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'une culture qui ne va pas être innovée, qui ne va pas subir des influences et l'impact d'autres cultures, ça va être un appauvrissement culturel. Pour l'UNESCO vous dit que la culture, outre les arts, elle englobe les lettres, donc les arts, les lettres, les sciences. C'est un réservoir commun qui évolue dans le temps
par et dans les formes des échanges. Donc à chaque fois qu'on parle de culture, on revient vers l'innovation, la création et vers l'échange. La culture renvoie, à mon avis, aussi à l'identité. Et le refus du changement, justement, et de l'échange, renvoie à une certaine crispation identitaire que nous vivons aujourd'hui, notamment dans une société comme la nôtre. Je vois les débats, etc., que ce soit au niveau de la presse, au niveau des réseaux, etc., il y a un refus justement de ce changement, il y a un refus de l'échange, et il y a cette thèse du complot, comme quoi l'Occident complote contre notre culture, et donc on devient frileux, on devient parano, et il faut véritablement la protéger, sinon notre culture va tomber à l'eau, elle va être détruite, et nous avec. Et j'ai l'impression, quand on parle de l'houïa, on parle beaucoup de houïa, surtout dans les milieux intégristes, je vais dire. Quand on parle de l'houïa, qu'il faut protéger, sauvegarder, j'ai l'impression que c'est comme si un jour, je ne sais qui, un groupe de personnes s'est réuni, et qui se sont dit, tiens, on va fabriquer la culture marocaine. Voilà, on l'a fabriquée, maintenant qu'on l'a fabriquée, il ne faut plus y toucher. Or, la culture, c'est notre culture, où toute culture et le fruit existent depuis la création de l'être humain. Et elle subit énormément de changements, et d'impacts, d'influences, notamment la culture marocaine. Le Maroc a connu 15 grandes civilisations. Le Maroc, par sa situation géographique, a toujours été un carrefour d'échanges et d'influences culturelles de tous bords. Et il y a cette naïveté aussi que je vois dans le discours obscurantiste, en tout cas, une certaine naïveté qui vous dit on doit revenir vers la période du prophète. Je ne veux pas les nommer, c'est ces groupes de personnes qui vous disent il faut revenir au temps du prophète parce que tout était parfait. C'était la pureté, c'était la perfection, etc. Et donc, lorsqu'on perçoit sa culture ainsi, pour moi, c'est déjà, on refuse l'échange, on refuse l'innovation, et donc on est déjà dans l'obscurantisme, on est déjà dans la xénophobie. Et tout ce qui est mauvais nous vient de l'Occident. Donc, il faut se replier sur soi, refuser cet Occident pour rester pur. L'obscurantisme, sa définition, c'est l'attitude de ceux qui s'opposent à la diffusion de l'instruction et de la culture et refusent l'évolution et les échanges. On revient toujours à ces deux mots. Donc, l'obscurantisme, la xénophobie, s'oppose à de nouvelles connaissances, au progrès et surtout à la mise à jour. C'est très important pour moi, cette mise à jour de la culture, une mise à jour perpétuelle. Mais dans une société comme la nôtre, je suis désolée, je parlerai du Maroc parce que je suis marocaine et c'est la société que je connais le mieux, il y a un refus de la mise à jour, mais un refus qui est inéquitable. Je vais donner des exemples. Par exemple, on refuse de contextualiser le Coran. Refus total. On ne peut pas contextualiser le Coran, din, makan ou zaman. Mais on a admis qu'il fallait innover, par exemple pour Ramadan. On s'est dit, bon, quand on jeûne, avant c'est vrai qu'on partait à dos de mulet, d'âne, etc. Aujourd'hui à la voiture et à l'avion. Et on a accepté une mise à jour. Les ulamas se sont réunis pour dire que quand on dépasse 1 heure de voiture, on peut rompre le jeûne, bien sûr, sans aucun problème. On ne coupe plus la main du voleur pour les conditions que vous connaissez, les considérations que vous connaissez. Dans le Coran, il est dit que c'est l'homme qui est le pourvoyeur de la femme. Il y a eu une mise à jour. On a admis que tout ça a changé, etc. Donc la femme, aujourd'hui, au Maroc, une femme, un foyer sur 5 est financé exclusivement par des femmes. Donc voilà, on a accepté cette mise à jour, quand ça arrange certains groupes, ou certains groupes, je dirais. Par exemple, pour l'héritage, on vous dit non, il ne faut pas toucher. On a beau dire oui, ça a changé, les femmes travaillent, je ne vois pas pourquoi il y a tassé, moi je travaille, etc. Je ne vois pas pourquoi moi, femme, je ne pourrais pas hériter sans qu'un homme vienne hériter avec moi. On vous dit non, c'est haram. La mise à jour est refusée. Mais elle est acceptée quand ça arrange certaines personnes ou certains courants. Et l'obscurantisme domine, à mon sens, également quand un peuple ignore son histoire et se fonde sur une histoire erronée, réécrite, parfois sublimée. Je vais donner un exemple très simple. J'enseigne à la faculté et il est très important pour moi de savoir, de guider mes étudiants vers une sorte, j'aime pas le mot tolérance, mais on va dire vers l'ouverture, la tolérance, etc. Et je pose une question
à mes étudiants, est-ce que vous savez quand est-ce que les Juifs sont arrivés au Maroc? Des bacs +2, +3. Eh bien, ils sont arrivés dans les années 60, ils sont arrivés avec le Moustamir, ils ont colonisé le Maroc, on est des bacs +3. C'est grave. Et je pose la question, ok, bien, alors je parle d'étudiants bien barbus, bien tabaïn, beaucoup de foulards, j'ai des burkas également. Je dis très bien, en quel siècle le judaïsme a été révélé? On ne sait pas. Et le christianisme? On ne sait pas. Et l'islam? On ne sait pas beaucoup. J'ai pas beaucoup d'étudiants qui savent quand est-ce que l'islam a été révélé. Pourtant, ils sont toujours là à vous parler de l'islam comme étant une identité culturelle. Et je fais quelque chose depuis quelques années. J'envoie mes étudiants visiter le musée juif de Casablanca et visiter la cathédrale de Casablanca pour avoir un entretien avec le prêtre. Et quand mes étudiants, et alors ça compte 10 points sur la note d'examen, la note d'examen est sur 20, le rapport qu'ils me remettent compte pour la moitié de l'examen. Donc impossible de se débiner. Et parfois, j'ai des étudiants qui me disent, Madame, les Houd ou Feinstein, d'accord, mais tu auras, ta note sera divisée en 2, vous choisissez. Et je vous assure que quand il revient moins raciste, moins xénophobe, il revient avec une certaine culpabilité de se dire, mon Dieu, mais on ne nous l'a pas dit, mais nous avons du sang juif qui coule dans nos veines, et on ne nous l'a jamais dit. Et voilà donc comment le fait que la culture ne soit pas enseignée dans sa vérité peut rendre une population obscure, elle peut la rendre radicaliste. Il y a également le fait que les Marocains ne savent pas toujours que nous sommes africains, parce qu'on dit les Africains, pour les subsahariens, on dit l'Afariqa, et on ne les accepte pas beaucoup. Il y a beaucoup de racisme, ok. Il y a du racisme, hein, il faut le reconnaître, il y a du racisme. Il y a du racisme pas parce que c'est des gens de couleur, parce que les Marocains sont métissés, ils sont blancs, ils sont de couleur, etc., ils sont noirs, mais il y a du racisme parce que c'est des gens qui ne parlent pas le même dialecte. Leurs femmes sont très épanouies physiquement, elles se dandinent dans la rue, etc., en toute liberté, et elles sont épanouies physiquement. Et il y a aussi le racisme à cause du dialecte. Mais quand on voit, par exemple, la relation des Marocains avec les Syriens, c'est extraordinaire. Il y a une solidarité avec les Syriens qui sont réfugiés au Maroc, extraordinaire. Là, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de xénophobie. Pourquoi? Parce que ça parle la même langue, ils sont musulmans, les femmes portent le foulard, donc il y a une identité, quelque part, ils s'identifient un petit peu aux Syriens. Alors maintenant, est-ce que la culture peut œuvrer contre l'obscurantisme et la xénophobie? Je dis oui et je dis non. La culture, c'est de la création, c'est aussi un acte de révolte. Quand on parle de culture, on parle aussi de l'art plastique, la musique, le théâtre, on parle du sport, ce qui donne le développement personnel, l'imagination, la création, l'esprit de groupe, c'est très important, l'acceptation de la différence de l'autre, l'ouverture sur le monde extérieur. Et c'est ce qui donne le sens du discernement pour justement échapper au formatage idéologique obscurantiste. Et comme par hasard, les courants extrémistes vont décréter que ces domaines, c'est, comment on appelle ça, l'ensemble du sport, etc. Allez, on va dire que ces domaines ou ces pratiques sont haram, musique, la danse, etc. Comme par hasard, ils ont décrété que c'est haram. Or, la nature a horreur du vide. Et quand vous avez une population jeune, qui n'a pas de loisirs sains, qui est oisif, eh bien, c'est une population qui reste très, très vulnérable à ce genre de tendance obscurantiste. Les systèmes éducatifs qui sont déficients excluent eux aussi les loisirs sains. Il n'y a pas de matière d'éveil, il n'y a pas d'analyse, pas d'imagination, pas de créativité. Et les méthodes pédagogiques restent basées sur la mémorisation. J'avale et je recrache le jour de l'examen. Donc le sens pratique n'est pas admis et n'est pas donc communiqué à l'élève pour qu'il puisse lui-même réfléchir, analyser et éviter justement d'être xénophobe, entre autres. Et comment je peux dire, je parle très prudemment. La relation que nous avons à l'islam aujourd'hui, dans plusieurs pays musulmans, notamment arabes, moi je dis qu'elle n'aide pas à s'élever, mais souvent elle contribue à détruire la personne, à détruire les relations humaine, à détruire la tolérance, la relation qu'on peut avoir et l'ouverture au monde. Et je vais vous donner quelques exemples très simples.
comment l'obscurantisme peut être dangereux pour l'épanouissement personnel et comment il peut conduire justement à cette xénophobie et à l'obscurantisme. Un jour, je formais des groupes d'ingénieurs d'État, Bac plus 7. Le plus intelligent de ce groupe, à un moment, on parlait des mutations sociales, et j'ai sorti un exemple en disant, écoutez, un exemple de mutation sociale, par exemple, avant, on offrait de l'eau, pour les raisons que vous connaissez. Aujourd'hui, en ville, on ne voit plus pourquoi on va avoir des jarres, khabiettes, avec de l'eau. Ça ne se justifie plus aujourd'hui. D'autant plus qu'il y a un seul pot, raf wahed, dans lequel boivent toutes les personnes. Et donc, on peut se transmettre les microbes. Et voilà que le plus brillant de mon groupe d'ingénieurs me dit, la madame, Rasoul alayhi salatu wassalam qal, riq al-muslim lil-muslim rahma. La salive du musulman est un bienfait pour le musulman. Je lui ai dit, racontez-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, Dieu a créé, on lui a dit, l'a entendu, et il en est convaincu que le musulman n'a pas de germe et n'en transmet pas. Je dis, mais il y a un problème, c'est grave qu'un ingénieur. Voilà comment l'obscurantisme peut détruire même la science chez un jeune. Comment vous pouvez me dire que les microbes... Alors, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un se convertit à l'islam? Il va chez Dieu, il redescend. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre raisonnement. Je vais vous donner un autre exemple. Comment cet esprit qui peut être dans l'obscurantisme peut être dangereux pour une société. Certains d'entre vous le savent, j'ai créé une polémique il y a quelques mois au Maroc parce que je suis depuis très longtemps le discours pseudo-religieux dans les chaînes de radio privées. Et voilà qu'un frère, un jour, dans une de ces chaînes, disait ceci. Bon, d'abord, un discours haineux pour l'Occident, que tous les mots que nous avons, c'est l'Occident, et que si nous continuons à imiter l'Occident, c'est de la xénophobie. Vous allez voir, les fils vont commencer à égorger leur mère, etc., etc. Nous n'avons plus de rapport avec le voisinage parce que nous imitons l'Occident. Et voilà qu'il va vers la science en disant que un groupe de scientifiques occidentaux ont découvert que quand une femme a une première relation sexuelle, avec un homme bien sûr, son utérus lui donne un code. Et si cette femme va avec un autre homme, l'utérus ne reconnaît pas ce code, et voilà que la femme va être touchée par le cancer de l'utérus. Et que c'est une punition divine. Vous voyez un petit peu comment on peut faire de l'intelligence d'une personne, enfin abrutir en tout cas une personne au nom du pseudo-religieux. Une autre, il y a eu une polémique, la ACA qui est la haute autorité qui supervise les médias a fait son travail, la chaîne de radio a été censurée, c'est bien. Mais je dis, c'est un grain de sable dans une immensité d'océan. Hein. D'où l'utilité d'être alerte. Un autre exemple que je viens de voir hier, à Savone, en Italie, il y avait une rencontre organisée dans le théâtre de la ville sur le dialogue des religions, organisée par la Confédération islamique, et c'était dans un théâtre où il y avait une statue. C'était la statue d'un guerrier italien qui existe depuis des siècles. Et voilà que la statue a été recouverte d'un drap rouge. Donc ça a créé, ça a provoqué la colère du maire qui était gouverneur, qui était présent. Il y avait le consul du Maroc de Turin sur place. Et face à la colère, donc, et pour nier tout rapport avec le radicalisme religieux, les responsables ont dit ceci: on n'a pas couvert la statue pour des raisons religieuses, mais par souci d'organisation. On voulait installer une atmosphère marocaine pour respecter le thème du Sahara qu'on a choisi pour la rencontre. Allez voir le lien, moi je ne le vois pas. Donc voilà, c'est un discours abrutissant que je dénonce aujourd'hui et qui peut représenter un danger pour notre culture. Tu veux que j'arrête ? C'est parfait, j'ai besoin de 2 minutes. Non, 2 minutes c'est bien. Allez, top. Bon, maintenant, par quel canal, je dirais, ou par quel canal se transmet cet obscurantisme ? D'abord, par les chaînes de télévision et les chaînes satellitaires. Je vous apprends qu'en mars 2018, nos compatriotes marocains ont vu en moyenne la télévision 7h52 par jour, c'est-à-dire près de 8 heures de télévision par jour. Voilà un des canaux par lesquels passe cet abrutissement. Il y a un contrepoids, vous me direz, la lecture. Peut-être que la lecture peut
justement représenter ce contrepoids, amener les gens à être lucides, à faire le discernement. Les Marocains lisent en moyenne moins d'un livre par an. Maintenant, il y a cette oisiveté quand on ne lit pas, hein, et qu'on suit seulement la télévision. Il y a un danger pour l'intelligence et il y a un danger justement de radicalisme. Or, on se rend compte par exemple à Casablanca ou au Maroc, les cafés sont bondés, c'est le secteur qui fonctionne le mieux. Les gens ne lisent pas, ils ne lisent pas dans les trams, ils ne lisent pas dans les salles d'attente, donc dans les cafés. Et chose récente, c'est que quand vous rentrez dans un lieu de commerce, vous entendez le Coran. Vous entrez dans des lieux de commerce, l'Arabie Saoudia. Et je me dispute toujours avec les commerciaux pour lui dire, attendez, le Coran, à ma connaissance, on l'écoute pour méditer. Je ne peux pas écouter le Coran alors que je suis en train d'essayer une robe ou alors en train de négocier un prix. C'est quelque chose qui ne va. Et qu'est-ce qu'on me répond? On me répond, c'est une obligation. Et quand vous voyez quelqu'un lire quelque chose, il va lire Dua. Parce qu'on lui a dit que Dua, ça permet de gagner 2 mm au paradis, etc. Et donc, quand le Coran vous dit l'ilm nour, nour, c'est de la lumière, on se rend compte que la population peut être très vulnérable quand elle est dans l'obscurité, dalam, et non pas dans le nour. Certains de mes étudiants, parfois, quand je leur dis « Qu'est-ce que tu lis ?» « Taqra al-Qur'an » ou « Dua » ou « Ahadith ». Attends, il y a din ou il y a dunya. Vous voyez comment on peut s'éloigner de ce discernement dont je parle. Maintenant, il y a Internet. Bon, je passe, vous savez très bien ce qui se passe par Internet. 68,5% des ménages marocains sont équipés en Internet, mais c'est surtout les smartphones. Donc, je ne vous apprends rien en vous disant que les jeunes passent leur temps, même les ruraux, passent leur temps à écouter l'apologie finalement de la haine, de la xénophobie, à longueur de journée, et sans pouvoir avoir l'esprit critique de remettre ça en question. Il y a aussi les mosquées qui représentent un des canaux les plus importants. Vous savez, vous pouvez, par exemple, Driss, tu peux passer 5 ans à produire un livre, prenant l'ouverture, le savoir-vivre, de le vivre ensemble, tout ce que tu veux, eh bien, tu as un prêche du vendredi qui peut détruire le travail de tout ce que Retnani a édité. Voilà. Et donc, l'obscurantisme et la xénophobie se renforcent chez des peuples où l'islam est vécu non pas en tant que spiritualité, mais en tant qu'identité culturelle crispée. Et c'est là où je dis que la culture peut développer l'obscurantisme, elle peut développer la xénophobie. Mais je dis aussi que la culture peut protéger de l'obscurantisme, de la xénophobie, si elle prend l'ouverture, si elle prend la différence de l'autre, les valeurs du vivre ensemble, l'empathie, la bienveillance, et d'abord par le système éducatif. Et donc la lutte contre ces deux mots doit faire l'objet d'un projet de société que nous n'avons pas encore vu, et les intellectuels et la société civile doivent rester vraiment alertes parce qu'il y a vraiment, vraiment un danger. Je vous remercie. Merci. Alors, je voulais te remercier aussi, mais c'est déjà fait. Et tu sais, je ne voulais pas t'interrompre parce que j'adore t'écouter et te lire. Alors, oui, mais attends, je suis la seule femme parmi les hommes, tu ne vas pas m'interrompre quand même. Il faut être galant. Alors là, je crois que j'ai demandé la parole à quelqu'un qui vit à Montréal au jour le jour, qui donc va nous donner un point de vue, j'aurais dit d'outre-Atlantique, mais c'est nous l'outre-Atlantique. C'est Mustapha Ben Fals. Merci, c'est Abdelrni. Merci pour le public présent aujourd'hui. Donc, mon approche, ça va dans le sens de Madame Gsous, en quelque sorte, quand on parle de la culture. La culture, c'est vraiment un sujet très, très sensible, mais je vais me déplacer un petit peu de Maroc pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Donc, et commencer par une question évidente. Qu'advient-il à notre culture quand il voyage, quand il dépasse les frontières pour aller se chercher dans un contexte migratoire exigeant et qu'il y a des conditions à respecter là-dedans. Donc je vais enchaîner avec ce deuxième volet pour parler de la culture ici au Québec, parce que je trouve que en tant que membre de la diversité culturelle, je vais à Montréal, ça fait 15 ans, je suis écrivain, professeur de littérature, et j'exerce ce métier, ça fait longtemps, et la question de la culture en tant que sujet sensible me touche profondément, vu l'expérience comptabilisée dans ce sens. Donc quand on dit culture, ça reste un sujet parfois délicat, parfois sensible et parfois même polysémique pour certaines personnes. Définir la culture, qu'est-ce que ça veut dire, la culture en général?
Pour revenir à la question de départ, la culture, est-ce qu'elle pourrait être un antidote à l'obscurantisme et à la xénophobie? Donc ma question, comment la culture pourrait être un antidote contre l'obscurantisme et la xénophobie? Donc pour commencer et pour répondre à cette question, il y a 3 conditions à respecter dans ce sens. Moi, personnellement, je ne prévois pas une culture concurrentielle ici dans un contexte migratoire au Québec si on ne répond pas à 3 conditions obligatoires. La première des conditions, c'est l'ouverture sur l'autre. La deuxième condition, c'est comment appréhender l'altérité, ça veut dire la dimension de l'autre dans notre vie quotidienne. Et la troisième, c'est la communication permanente et communication interculturelle. Donc les 3 éléments ou les 3 conditions sont toujours en interaction. On ne peut pas les séparer parce qu'ils sont toujours associés. Donc je vais essayer de développer ces 3 points de vue par rapport à ce contexte migratoire ici au Québec, si vous permettez. Donc, premier point, j'ai intitulé ça « Culture, ouverture, une rime riche pour favoriser l'inclusion ». Et j'ai mes raisons pour l'intituler. S'ouvrir à l'autre, c'est très facile à dire, mais c'est très difficile à réaliser dans le monde actuel dans lequel on vit. S'ouvrir, à quel prix? Pourquoi s'ouvrir? S'ouvrir dans quel sens? Y a-t-il des limites à mon ouverture dans un espace migratoire? Donc ce sont des inquiétudes qui s'avèrent tout à fait légitimes si on prend le temps nécessaire d'y penser. Chose est certaine, c'est qu'il faut redéfinir peut-être cette notion apparemment floue et qui prête souvent à confusion. L'ouverture, en fait, n'est pas nécessairement une obligation et il n'y a pas un mode d'emploi sur comment s'ouvrir à l'autre. Donc c'est une pratique quotidienne, c'est un processus interminable qui se fait au jour le jour et il n'y a pas de finalité à mon ouverture dans le sens où je peux dire, voilà, à ce point, je suis ouvert après 15 ans d'existence à Montréal, au Québec. Donc c'est un processus interminable. C'est une inquiétude au quotidien quand on parle de cette notion d'ouverture. L'ouverture est plutôt un ajustement identitaire nécessaire pour pouvoir comprendre le monde différent et nouveau qui nous entoure, de se faire comprendre, surtout quand on parle d'un espace migratoire composé de plusieurs altérités culturelles. Donc on ne vit pas seul, il faut prendre en considération les autres cultures avoisinantes, ça veut dire en présence, qu'on côtoie au jour le jour. Donc surtout quand on passe dans un espace migratoire, un espace réputé éclaté et en perpétuel devenir. Donc là, c'est l'instabilité qui enchaîne dans ce sens-là, pour dire qu'un espace migratoire, c'est pas toujours la même affaire, c'est pas toujours la même réalité quotidienne qu'on a. Donc il est en constante évolution, un devenir perpétuel. Donc il faut se préparer pour répondre aux conditions de ce contexte qui est un petit peu, entre parenthèses, à la fois sensible et complexe aussi. Donc l'ouverture est nécessaire aussi pour contrer les préjugés, les stéréotypes et surtout la tyrannie des idées reçues. Donc ça c'est l'objectif ultime, si vous voulez bien, d'après l'ouverture. Et l'interculturalité en tant qu'ouverture permanente entre les ensembles culturels n'est possible que s'il y a une reconnaissance réciproque entre ces pluralités culturelles. Donc on essaie de défendre notre culture personnelle, mais qu'en est-il de cette culture par rapport aux autres cultures qui existent dans le même espace? Comment elle doit réagir, cette culture, par rapport aux autres cultures aussi? Et une reconnaissance légitime ne sera possible à son tour que s'il y a une suppression de toutes les formes de hiérarchisation culturelle. Donc, car on ne peut pas en aucun cas affirmer ou supposer même qu'une culture est meilleure qu'une autre. Une culture est plus riche qu'une autre. Une autre circonvoisine, bien sûr. Donc, chaque culture a sa spécificité et chaque culture a le droit légitime à la place qui lui convient sur la scène mondiale. Faire un pas vers l'autre, l'accepter comme il est, avec ses différences, explicites ou implicites, pose énormément de questions aujourd'hui, surtout pour les spécialistes de la diversité culturelle.
cette question de deux pas, le premier pas qui m'obsède assez souvent, c'est qui devait faire le pas vers l'autre? Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est lui? Finalement, on attend quelqu'un qui fait l'initiative, finalement il n'y a pas d'initiative, c'est bloqué, il n'y a pas de communication. Et ça arrive assez souvent avec, surtout quand on perçoit qu'il y a un obstacle ou bien une barrière linguistique. Je parle français, il parle anglais, je parle français, il parle espagnol, donc ça peut causer des ennuis à ce sens-là. Donc une question clé autour de laquelle gravitent toutes les questions relatives à la diversité culturelle, bien sûr, alors qu'il s'agit d'un geste très très simple au quotidien qui n'engage en rien et qui ne demande pas de compétences particulières pour le réaliser. Le repli identitaire, l'hostilité, la peur injustifiée ou même l'ignorance de l'autre peuvent être interprétés de différentes manières, comme ils peuvent être générateurs de préjugés supplémentaires et inutiles. Parfois, on peut comprendre la lourdeur instaurée par la barrière linguistique, mais ce n'est pas toujours une raison ou un prétexte suffisant pour couper, et définitivement, les liens avec autrui. Ça me rappelle une petite histoire, notre dépanneur chinois de coin, là où j'habite, dans mon quartier, à Saint-Léonard. Je vais partager avec vous ça, puisque ça rentre dans le même sens. Donc, quand je vais le voir chaque fois pour chercher ma soupe préférée, surtout le soir, lui, très humble, visage souriant, il s'efforce le plus souvent en déployant beaucoup d'efforts pour essayer de parler en français, parce qu'il sait parfaitement que je parle juste le français. Donc, il déploie beaucoup d'efforts pour essayer de répondre à mes besoins en tant que client. Le client est roi, entre parenthèses. Donc, à force de répéter la même chose avec moi, j'ai conclu finalement que je dois passer chez lui chaque jour en rentrant de mon travail, pas nécessairement pour acheter ma soupe, mais juste pour jaser ou discuter avec lui. Pour le saluer peut-être, car je viens de gagner un ami et lui aussi. Donc, indépendamment des barrières linguistiques, il y avait une amitié qui s'installait entre nous deux. Indépendamment des préjugés, il y avait une amitié qui s'est commencée à s'installer entre nous deux. Donc, pour dire que l'ouverture, quand on dit ouverture, l'ouverture, parfois, il ne faut pas la percevoir comme une obligation envers l'autre, mais juste de faire le pas, un pas vers l'autre pour essayer de le comprendre et de se faire comprendre, parce qu'il y a un double jeu dans ce sens-là. Deuxième point, donc, si on parle de l'ouverture, il y a forcément, comme Mme Guissus l'a précisé tout à l'heure, l'altérité. Appréhender l'altérité, comment repenser cette altérité, la dimension de l'autre dans ma vie quotidienne. Et qui dit ouverture, dit forcément altérité, ça veut dire nos rapports avec les autres, nos voisins, nos collègues, nos étudiants. Et pour rendre service à cette altérité, il faut être responsable et demeurer positif sur toute la ligne. Voilà peut-être une des clés pour toute intégration réussie. Donc la deuxième condition pour contrer l'obscurantisme, la xénophobie, les préjugés en général, donc comment appréhender cette altérité? Parce que généralement et au quotidien, on n'accorde pas assez de place pour cet autre, alors que je côtoie cet autre au quotidien, dans mon travail, dans l'autobus, dans le métro, partout, mais il est un petit peu éclipsé vis-à-vis de certaines considérations qu'on fait généralement sur l'autre. Donc il faut avoir une confiance fondamentale que le monde est toujours bien et le demeurera ainsi. Et que le premier et éternel défaut, c'est l'homme. C'est finalement à cause de l'homme, de son égoïsme, de son ignorance et de ses stupidités que l'humanité souffre au jour le jour. C'est à cause de l'homme que l'humanité est et sera toujours en danger. Le Dieu ne joue pas au dé d'Albert Einstein prouve clairement que l'univers est toujours accueillant, positif, harmonieux, bon et aimant. Et que si vie existe, c'est qu'il y a une raison, un sens, une intelligence cosmique extraordinaire qui a mis en place les lois de la vie pour notre bien tous. Ces lois que l'homme, par son intelligence, sa curiosité intempérante, ne cesse de modifier le contenu pour combler ses désirs et assurer sa suprématie et sa distinction. Et au lieu de semer les controverses, les haines et d'encourager les attitudes barbares, il faut penser à ressortir l'humanité de l'impasse intenable dans laquelle elle se trouve bizarrement coincée aujourd'hui. Il suffit donc de croire que le bien existe toujours et qu'ensemble, le changement est toujours possible.
Le vivre ensemble, sain et harmonieux, est toujours possible. Ces propos pétrés de sagesse peuvent paraître insensés et parfois même trop utopiques pour certains esprits durs, entre parenthèses, pour la simple et logique raison qu'on ne peut jamais changer des mentalités. Là, on est d'accord sur la mentalité. Pour changer une mentalité, ça prend pas une semaine, des mois et des années, ça prend des générations tout entières pour changer une mentalité. Oui, mais nous pouvons changer aussi notre manière de penser, de juger, d'évaluer les autres. Donc, on est capable de faire ça au quotidien. Mais quand on touche à la mentalité, ça s'avère un petit peu difficile pour plusieurs considérations aussi. Donc, possédons-nous ce courage. Rappelons à cet effet la phrase historique de Nelson Mandela qui disait « En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. » Donc, vous voyez que le moi et l'autre sont toujours associés. Surtout quand je parle d'un espace migratoire, je ne peux pas vivre seul dans un espace migratoire. Il y a moi, il y a les autres cultures différentes. Donc il faut apprendre à composer avec ces cultures au jour le jour. Comme je disais tout à l'heure, il s'agit d'un processus interminable. Ok, c'est Abdourani. Troisième point, pour finir, et troisième condition, maintenir une communication permanente et interminable avec l'autre. Donc, universellement, et à part ses fonctions de modification, de transformation ou de préparation, la communication en tant que vecteur primordial pour maintenir et valoriser les liens avec autrui pourrait être aussi définie comme le moyen ultime d'induire, de conduire ou d'orienter le comportement quotidien. Car c'est dans cette interaction avec les autres que l'être humain se développe, se mesure et se définit. La vie n'a jamais été une présence solitaire, mais une coprésence avec l'autre. Car c'est dans ce dialogue entre deux toits que l'homme se découvre et s'affirme en tant que personne. La personne n'existe que vers autrui. Elle ne connaît que par autrui et ne se trouve qu'en autrui. Plus on fréquente, plus on apprend, plus on grandit, plus l'élaboration d'une symbolisation personnelle et son artifice est toujours possible. Une ouverture réussie est-elle possible en présence de barrières linguistiques? Pour écarter tout imbroglio et pour comprendre l'autre, il faut accepter à l'avance son incompréhension, c'est fondamental. Car la vérité est plurielle et relative et que chaque culture doit s'efforcer de dépasser ses propres horizons si elle veut comprendre plus librement et plus objectivement les valeurs de l'autre. Conclusion, pour finir. Donc nous voilà donc au terminus de notre réflexion pour dire que quand on dit culture, et c'est dans un espace migratoire, donc il y a des conditions pour réussir cette... quand on dit lutter contre ou antidote contre l'obscurantisme et la xénophobie, donc il y a des conditions à respecter, c'est fondamental. Les expériences migratoires démontrent à travers le monde qu'une culture qui reste prisonnière d'une mentalité rigide et résistante à tout changement, qui est incapable de dialoguer, d'interroger les autres cultures, ne peut et ne pourra jamais franchir les apparences. Qui dira transpercer les mystères du monde instable qui nous entoure, qui nous guette, qui nous contrôle ou qui contrôle pas et nous force inconsciemment, faute de jugement suffisant, à adhérer à certaines idéologies, bon gré, mal gré. Le problème de la culture aujourd'hui est plus que jamais un problème épineux et profondément complexe, surtout quand on aborde ou évoque le destin des cultures spécifiques. Il y a la culture générale et la culture spécifique, ça veut dire notre culture marocaine. Qu'en est-il de cette culture ici, dans un espace migratoire? Ces cultures qui se détachent du jour au lendemain de leur... Et là, j'ai perdu une page. Oui, elle est là. De leurs racines, voyagent et dépassent les frontières pour aller se mesurer aux autres cultures mondiales. Influencées et influençables, ces cultures doivent interagir pour pouvoir s'enrichir. À l'opposé de la culture locale du pays d'accueil, le défi pour ces cultures dites de la différence est de nature double. D'une part, il y a les exigences de l'espace migratoire dans lequel il évolue au jour le jour. De l'autre, il y a la mondialisation culturelle dont le seul et unique objectif est de dévêtir et de déformer ces cultures spécifiques au profit d'une culture mondiale uniformisée et sur tous les plans, même le plus vital et le plus sensible pour une communauté. Sa mémoire symbolique, individuelle et collective. Et je vous remercie. Merci, Mustafa.
Alors, professeur Naman Ksous a fait une allusion tout à l'heure aux 15 civilisations qui ont construit le Maroc d'aujourd'hui. Il y en a une qui a accueilli les 14 autres, qui les a peut-être même un peu assimilés, digérés. C'est la culture amazigh. Et justement, on a une chance incommensurable. Vous ne mesurez pas la chance que nous avons d'avoir Hussein Mojahed ici, qui est secrétaire général de l'IRCAM, de l'Institut Royal, il faut le dire, de culture amazigh, parce que l'amazirité n'est pas uniquement constitutionnelle au Maroc, elle est sociologique, elle est réelle, et elle est aujourd'hui reconnue par une volonté au niveau le plus élevé de la société marocaine. Et donc, ça me fait presque oublier de quoi on va lui demander de parler. Mais il a ses talents pour... je le sais depuis une quarantaine d'années qu'il a ses talents pour surmonter même mes oublis et mes omissions. C'est Hussein Mojahed. Merci, c'est Abdelrahni. Merci l'auditoire de me supporter parce qu'il est toujours difficile de parler à la fin. Et surtout après de très brillantes conférences qui ont brassé tous les aspects de la question. Et je te remercie de me donner tendre cette perche pour ajouter quelque chose, bien que l'improvisation n'est pas facile, parce que je n'ai pas préparé justement une intervention sur l'amazigh. Mais je vais essayer d'improviser. Pour parler de la xénophobie, de l'obscurantisme et leur corollaire négatif qui s'y oppose, la culture et la formation de la culture. Et il y a plusieurs entrées. Il y a une entrée d'abord linguistique, je suis linguiste avant tout. Il y a une entrée linguistique, sémiologique, sémantique, etc. Il y a une entrée religieuse, on en a parlé, une entrée sociale, socioculturelle, une entrée anthropologique, etc. Plusieurs entrées. Mais l'entrée la plus périlleuse, c'est l'entrée factuelle. C'est-à-dire comment éradiquer, comment utiliser la culture. On va essayer de la définir. Enfin, elle a été définie, ou encore elle a à voir du point de vue de la culture, nos cultures locales. Et comment cette culture pourrait-elle constituer un levier contre, justement, pour éradiquer et l'obscurantisme et la xénophobie et tout le paradigme qui s'enchaîne, parce que l'obscurantisme n'est qu'un élément d'un paradigme, d'un certain nombre de comportements générés par les mêmes facteurs. Je pourrais dire tout de suite rapidement, parce que je dois aussi parler de ces éléments-là, pour moi, pour plusieurs personnes qui réfléchissent à la question, la culture en général, c'est l'ensemble des valeurs. L'ensemble des valeurs, l'ensemble des significations, des comportements, et c'est comme une sorte de données biologiques parfois, elles sont biologiques, innées, qui traversent comme des codes la personnalité de l'être humain. Il le traverse des codes, comme dirait Barthes, l'enfant, ses réflexes, son discours, ses agissements, parfois inconscients. Est-ce que toute culture pourrait contribuer à faire de ces réflexes, de ces comportements, des atouts positifs pour que l'être qui est concerné, ici c'est les citoyens qui passent de l'école, de la famille, l'école, la société, le travail, etc., la politique, est-ce que cette culture pourrait contribuer, et comment? Deuxième élément, l'obscurantisme. Qu'est-ce qu'on entend par obscurantisme? Le mot a été lâché a été dit et développé par Madame Naman Ksous. L'obscurantisme, sémantiquement, contient l'élément obscur. Obscur, qui est tout à fait le contraire, l'antonyme de la lumière.
Et dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, et même dans les cultures musulmanes qu'on taxe un peu de négatif quand il est extrémiste, c'est l'obscurantisme, on peut le traduire rapidement par tout ce qui est contre lumière. Et contre lumière, et on sait que la culture islamique avait aussi, la culture musulmane avait aussi ses pensées de lumière, comme, et même peut-être avant, la culture occidentale qui a, on sait, la culture des Lumières, la civilisation des Lumières. Nous avons notre culture. J'arriverai à la culture amazigh. T'en fais pas. Nous avons par exemple le Kindi. Le Kindi, si on enseigne aux élèves et aux étudiants le Kindi, qui a permis l'ouverture sur l'Occident de l'époque, si on prend Ibn Sina, médecin, théologicien, théologue, et astrologue, etc., et il prend, si vous lisez sa biographie, et puis son œuvre, vous trouverez la question de la xénophobie très importante. Il en a souffert, mais il a été un fervent militant. Ce sont des hommes d'action. Plus près de nous, il y a Ibn Khaldoun également. Ibn Khaldoun, toute son œuvre, c'est l'altérité, c'est l'ouverture, c'est Ibn Battuta. À travers Ibn Battuta, on a connu des contrées dont on ne rêvait pas, parfois mythiques. C'est là, avant même qu'on connaisse qu'on puisse avoir les sociétés de voyage, de tourisme, etc. Donc nous avons également Ibn Rushd. Ibn Rushd qui a payé très cher l'ouverture et l'esprit de lumière. Et en passant à la culture qui nous traverse et parfois qu'on met en avant notre culture, la culture française, occidentale, Zola, nous avons Camus, Montesquieu, Voltaire, qui ont fait vraiment, qui sont des acteurs engagés de la culture. C'est-à-dire ils ont fait de la culture cet élément positif et non pas uniquement l'instruction. Parce que la culture, ce n'est pas seulement l'instruction. Être instruit, qari, simplement, qari. Il peut avoir des diplômes, on en a parlé dans les couloirs tout à l'heure, il peut être ingénieur, comme a dit madame, mais il est jahil. مثقف ماشي مثقف باردون دارس ومكون لكنه جاهل وهو جاهل يعني جهل بمعنى لا. Et vous trouvez quelqu'un de lettré, un lettré de l'oralité, un homme diaz, un sage, comme on a dit la dernière fois, qui est plus illuminé, plus éclairé, qui a des valeurs, etc., qui n'a pas besoin, et qui n'est pas passé par l'école du tout, et dont les textes, par exemple, font une matière importante, une matière féconde de valeurs dont on parle les philosophes, etc., dans des traités. La générosité, l'ouverture à soi, la lutte contre la xénophobie, l'amour de l'autre, l'intégration de juifs, l'intégration de la femme. Et là, vous trouverez ça dans la littérature. Bon. Et cette littérature a traversé aussi certaines œuvres de certains auteurs. On en a écouté de nous, mais il y a de leurs aînés, comme Tahar Boujedloun, par exemple. Partir, c'est xénophobie, c'est l'immigration, le racisme expliqué à ma fille, rien que ça. Il faut enseigner ce genre d'ouvrage. Le racisme expliqué à ma fille, ou la montée des haines. Khatibi était le premier à parler de la différence, le droit de la différence, à l'époque où les intellectuels marocains, c'est-à-dire de gauche, de droite, occidentalisants, orientalisants, etc., arabistes, ne parlaient pas du tout de la culture populaire. C'était négatif, c'était dégradant, etc. Il n'y a qu'à prendre la revue Noble, la revue Anfas, aucun élément ne parlait de la culture populaire. C'était Khatibi, parfois, et d'autres, Belkahia, qui parlaient de la culture populaire, pour ne pas parler. La culture populaire, la culture du peuple, parce qu'ils ont osé dire que la culture du peuple est aussi un corollaire de la culture savante,
entre guillemets, et qu'il porte des valeurs. Et Khatibi, dans la mémoire tatouée, d'autres dans ouvrages, après a développé la culture de la différence. Et c'est l'un des premiers à avoir célébré, à l'époque des années 70, la reconnaissance de la culture amazigh, qui était bannie des écrits de nos sociologues, etc. Pourquoi? Parce qu'il était conscient de la valeur que charrie la culture populaire arabe, d'expression arabe et d'expression amazigh. Parce que le Maroc, il est, comme vous l'avez bien souligné, c'est vous qui m'avez suggéré tout ça, si vous prenez la Constitution après 60 ans de la colonie, de l'Istiqlal, c'est en 2011 que nous avons quelque chose dans la Constitution, vraiment une politique culturelle. Donc, dit Bajadil Doustour, il y a des ingrédients, les composants de l'identité, tenez-vous bien, l'identité plurielle, diversifiée, marocaine, qui est traversée par l'islamité, l'arabité, la mazirité, l'africanité, l'universalité et l'ouverture sur les langues. C'est la première fois qu'on a une politique. Et puis, après, il y a les articles qu'on attend, l'article 5, il a des lois pour gérer, parce que c'est ça qui est important. Il faut que tout ce qui a été dit, les principes, etc., là, il faut qu'il soit traduit dans la réalité. Pour traduire dans la réalité, pour empêcher la xénophobie, pour empêcher le racisme, et il y a deux choses d'une. Il y a d'abord, dans un premier temps, il y a l'école, il y a l'éducation, et oui, il y a la loi, tout simplement. La Constitution 2011 a apporté beaucoup d'éléments de droits de l'homme et de droits de la femme. Mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez déjà le débat qui est sur l'héritage, etc. La loi existe, mais il faut la faire appliquer. Pourquoi? Parce que si on ne l'applique pas, ça restera dans les livres. Donc la culture amazigh, pour revenir, si on enseigne, comme on enseigne Montesquieu, etc., comme il faut, hein, c'est le malheur de notre pays, les générations dont parle Madame sciemment, de manière pertinente. C'est des générations qu'on retrouve aujourd'hui, ils sont jahilun baj bitarikh, ils n'ont pas de culture au sens noble du terme, ils ne sont pas cultivés. Ils sont instruits, ils sont diplômés, Donc, cette culture qui doit, enfin, culture universelle, etc., doit être, mais dans le sens de l'édification, pour qu'elle soit traduite dans les, pour qu'il n'y ait pas d'harcèlement, parce qu'on a peur de la prison, mais on est convaincu, on est traversé, on devient en réflexion. Donc, on voit que notre culture est différente et il porte. Par exemple, je ne vais pas être long, si on enseignait par exemple les cultures, on va trouver dans les textes, dans les contes, dans les valeurs et dans la philosophie, chez nos penseurs, des éléments qui peuvent être intégrés à nos curricula, comme on dit. Contre l'obscurantisme, vous aurez des textes ou bien des cours qui incitent à l'ouverture de l'esprit, à l'étendue de l'horizon, au décloisonnement des mentalités, pas le renfermement vertical. Il n'y a que la verticalité, il n'y a jamais de transversalité de la pensée, développement de l'acception de la diversité culturelle. Par exemple, il y avait des manuels où nous avons le jihad nasrani. Nous avons été formés à penser que le chrétien, c'est un mécréant et il faut jihad faire, parce qu'on a ça dans les manuels de l'histoire. Nous avons l'homme de couleur, et on l'a toujours avec des fonctions qui sont colonialistes. C'est qu'on a hérité ça des manuels des années 30-50. Nous avons la femme, c'est toujours la fille, la jeune fille, c'est la cuisine. Maintenant, il y a maintenant des pédagogues qui ont essayé d'épurer. Et il y a tout un débat de l'épuration des manuels des études des rassat islamiques. Ça a fait un tollé. Ça n'a pas. On ne veut pas
enlever de ces manuels certaines qui vont à l'encontre de la charia, etc. J'en passe. Donc une culture qui va développer les valeurs de dialogue, d'interaction, de constructive, d'altérité, et qui prémunit contre le repli identitaire. Le repli identitaire, dont je ne vais pas le développer, il a été développé, c'est-à-dire je suis musulman, je me replie et tout le reste, c'est des effets néfastes et je me protège et puis je réagis pour défendre. Je me donne une légitimité de défendre quelque chose. Ça, c'est l'obscurantisme, ça, c'est le totalitarisme, ça, c'est l'intégrisme pratique. C'est théorique. Par exemple, la culture amazigh, parce qu'il est marocain, parce qu'il a précédé, qu'on le veuille ou non, il était là depuis 5000 ans, etc. Il a reçu beaucoup d'affluents, etc. Aujourd'hui, on est marocain. La marocanité, on ne parle pas, ça, on ne discute plus. Vous retrouvez, par exemple, dans les textes, ou bien dans les mœurs et dans la pratique de la tradition, de la culture populaire amazigh, par exemple, la peine de mort maquinage. La peine de mort n'existe pas. Pour quelqu'un qui a tué, on le bannit, le bannissement, azwag. C'est tout. La culture amazigh intègre le juif. Enfin, l'homme, le chrétien, il n'avait pas beaucoup de chrétiens, mais les Mellahs, et quand ils sont partis de chez nous, en 1948, pour des raisons politiques en Israël, ils ont gardé des attaches avec les Qasba, etc., le Rachidiyya, le Terudent, etc. Et ils sont encore aujourd'hui, des Marocains de ces régions-là, ils gardent encore les valeurs d'Yalham. Ils font ahwash, ils font ahid. Ils viennent rien qu'à voir le film là. C'est quoi? C'est des valeurs c'est ça qui doit être enseigné à nos enfants dans les écoles, dans les universités. Aucun étudiant, je pense, ce n'a pas la curiosité. Les Juifs étaient intégrés chez nous dans des Mellahs et qu'ils avaient des rapports et qu'ils ont gardé. Il y a encore des familles à Marrakech qui ont gardé la clé d'Yel. Et la clé d'Yel Jiran d'Yelhom. Ça, c'est des valeurs. C'est pas c'est contre l'accident. Il y avait le Morstan. Enfin, ça, c'est pour parler des malades mentaux. Ils n'étaient pas exclus. Mais la famille, l'handicapé, il n'y avait pas de centre. Les vieux. Là, qu'est-ce que les centres de vieux pour aujourd'hui? Allez voir un peu ce qui se passe. Tout ça, ce sont des valeurs de la culture. Et puis, la femme. De la culture, dans la culture amazigh, la femme a droit à tamazalt. C'est-à-dire et maintenant il y a tout un débat juridique pour valoriser le travail de la femme, alors que officiellement la femme, quand il n'a pas un statut officiel juridique administratif, alors qu'elle passe son temps à faire 70 tâches, que dire la femme par jour, 70 tâches, 77. Il y a pour ceux qui savent ça, il y a Ahmed Tawfiq, le ministre, mais c'est plutôt l'intellectuel, qui a le musée fait Marrakech. 77 tâches. Les maquettes, etc. كديرهم وتقول لها بدون انت ما درت ما كاينش ماشي بدون الدنيا تقول شنو تدير مراتك جالسه المهم voilà des choses qui doivent être, ils sont là, ils sont dans la poésie, dans le conte, dans les valeurs. Quand la société, l'urbanisation a fait que les lieux, les creusets où se développe cette culture de la tolérance, etc., où la hadara, il y avait les valeurs, bien sûr, dans la modernité et tout, il n'y a pas eu de relais. Il n'y a pas eu de relais. Je ne veux pas t'interrompre, mais... Je pense que je n'ai pas encore parlé autant que mes collègues, je pense. Je termine, tout simplement.
Je termine par cette... je dirais quand même un mot sur l'islam parce que c'est une religion. Alors, malgré l'image injuste propagée contre l'islam, celui-ci, dans sa forme équilibrée de lumière, parce qu'il y a l'islam de lumière et l'islam de dalama, demeure une religion de tolérance et de dialogue entre civilisations et les peuples, et qu'il s'oppose fermement à toute pratique d'extrémisme, de violence et de terrorisme. Et je vous fais grâce des versets coraniques. C'est l'interprétation qui en a été faite qui est condamnable. Et dont l'analyse critique doit être renseignée de manière rationnelle. Quand on a rompu avec la rationalité et la liberté de la pensée, toutes les dérives que vous avez signalées, madame et collègues, sont encore à vivre et en vivre les conséquences. Et je vous remercie. Et je m'excuse. J'ai regardé la montre, à part Cédric Jayden qui n'a pas voulu parler beaucoup, j'ai essayé de garder tout le monde vos 4 exposés ont suscité dans ma tête déjà un certain nombre de questions, et votre aussi. Alors puisque je suis ici, que j'ai le micro, je vais poser la première question. Je m'adresserai d'abord au président du salon, Cédric Jayden, et puis ensuite, libre à chacun d'entre vous de réagir à 2 ou 3 petites questions avant qu'on demande à la salle de... D'abord, j'ai relevé quelques différences d'approche entre vous et Mustapha, par exemple. Mustapha dit que répudier la xénophobie et le refus de l'autre ne demande pas de compétences particulières. Vous m'avez semblé considérer qu'il s'agissait d'une éducation basique qu'il fallait donner aux gens pour qu'ils puissent grandir dans cette idée. Première question, c'est laquelle des 2 approches on doit privilégier? La deuxième interpellation, quand vous écoutant tout à l'heure, j'ai un peu pensé à Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Et je me demande si le meilleur des mondes ne serait pas une utopie qu'on pourrait créer collectivement. Et donc, je vous demande si je suis dans cette voie. La troisième idée m'a été inspirée par Hussein, qui parle de traduire dans la réalité les bons sentiments que contiennent un certain nombre de lois et de pratiques. Et donc, je vous demanderai à vous tous comment on peut traduire, mais très rapidement, hein, c'est beaucoup de questions, mais comment traduire dans la réalité des choses aussi immatérielles que l'acceptation de l'autre et la différence. Et une autre question, parmi d'autres suggérées par Soumia, c'est... On va retenir toutes ces questions. Vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Et donc, sur le contenu de l'histoire, qui devient l'histoire de nos sociétés, et le contenu de l'enseignement qui doit en découler. Donc, quel devrait-il être à votre avis? Enfin, dernière interrogation qui prolonge celle de la mise en œuvre de ces choses. Quelles initiatives faudrait-il prendre pour que des cultures spécifiques puissent être acceptées dans un contexte d'émigration? Je prends le premier exemple qui me vient à la tête, c'est là, je vois des feuilles d'érable et des fleurs de lys. Est-ce qu'une initiative comme le Centre culturel marocain de Montréal peut nous faire avancer, je parle d'humain, collectivement, vers une meilleure façon de vivre ensemble? Donc, Cédric, et puis ensuite, dans le même ordre que vos premières interventions. Et vous choisissez? Je n'ai pas été directif jusqu'à présent. Je souscris à tout ce qui a été dit par mes collègues sur ce que c'est que la culture, l'ensemble des valeurs, tout ce qu'a dit Simon Jaïd sur la culture amazigh que j'aime beaucoup, sur ce qui a été dit par Soumia, par le professeur. Mais en même temps, pour ne pas donner de solutions qui soient contenues dans toutes les cultures finalement, après tout, chacun fait ses courses comme il veut. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, et c'est une chose qu'on observe aussi sur le terrain, dans le discours, sur les réseaux sociaux. C'est que, je reprendrai ce que disait Soumia tout à l'heure,
Si nous n'acceptons pas qu'en 1991, au moment de la première guerre du Golfe, quelque chose s'est produit, c'est-à-dire qu'entre nous, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a, je vous parlais tout à l'heure du clash des civilisations, il y a quelque chose, il y a une fracture qui est évidente, qui se produit pratiquement à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Saddam Hussein est attaqué par toute la planète. Comme par hasard, lui mérite une attaque mondiale. D'accord? Pinochet, ce n'est pas le cas. D'autres, ce n'est pas le cas. À ce moment-là, Fatima Mernissi a écrit un très beau livre qui s'appelle La peur modernité, dans lequel elle explique très bien aussi que son rapport à la modernité, elle-même, elle en témoigne dans ce livre, c'est non pas effrité, mais mérite d'être réinterrogé. Parce que la politique et la géopolitique, ça a tout transformé quand même. Bien sûr, les cultures, bien sûr, le respect des cultures, le spécifique, tout ce qui a été dit, d'accord. Mais c'est une construction qui se fait après la Deuxième Guerre mondiale, après tout ce qui s'est produit, l'Holocauste, la colonisation, tout cela. Et ce concept de relativisme culturel, quand je fais une petite critique de l'UNESCO, ce qui déplaît terriblement à Khadrat Neni, c'est que le spécifique apparaît à un moment donné où il y a une réparation nécessaire au niveau de ce qui s'est passé en Occident, c'est-à-dire que la modernité, je veux bien qu'on parle de l'esprit des Lumières, la modernité, elle est morte dans les camps de concentration. D'ailleurs, toute l'école de Francfort nous a appris que est-ce qu'on pouvait philosopher après la Shoah. Il y a eu tout ce moment-là où justement la modernité qui a été calcinée a inventé le postmoderne, c'est-à-dire une gestion des altérités en ce qui nous concerne. Or, la diversité, c'est aussi une gestion des altérités. C'est aussi quelque chose c'est un appareillage, c'est un dispositif. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail. Mais ce qui se passe depuis 1991, il y a une cassure entre le monde occidental et les autres mondes. C'est pas pour rien que la Chine revient, c'est pas pour rien que la Turquie revient, c'est pas pour rien que quand on entre dans le détail, on s'aperçoit que la génération des enfants qui ont aujourd'hui entre 12 et 18 ans, formés à l'Internet 2.0, ont compris quelque part, ont intériorisé l'idée que l'universalisme est un mensonge, que l'Occident fait ce qu'il veut, quand il veut attaquer au nom de la liberté, il attaque. Quand il veut attaquer au nom des droits de l'homme, il attaque. Et ça, c'est quelque chose qui, même avec effectivement beaucoup de livres, même en retournant au spécifique, à la beauté des cultures, à des millions de livres, il y a aujourd'hui à réfléchir une crise de la culture profonde. Hannah Arendt en a parlé la première. La consommation est une crise de la culture. Mais aujourd'hui, il y a un moment de nihilisme, c'est-à-dire que vous avez des générations de jeunes gens qui sont formés par le complotisme, qui sont formés par l'image, c'est-à-dire que nous quittons le monde du livre, de la raison discursive, qui n'ont pas lu Erasme, qui ne veulent pas le lire, qui ne vont pas lire Ibn Arabi, qui ne vont pas lire Kafka, et qui vous disent tout cela, au fond, ne sert à rien. Ce que nous voyons, c'est le réel, c'est-à-dire des vidéos. Et les vidéos ne mentent pas. Voilà. Donc le passage de la galaxie Gutenberg à la galaxie smartphone est un passage, c'est une rupture épistémologique, c'est une rupture du cadre mental et c'est une rupture du cadre émotionnel. Aujourd'hui, un jeune vous dit, regarde la vérité, regarde ce que fait un soldat à un enfant, regarde ce que fait ceci. Pourquoi tu viens me raconter qu'il y a de l'histoire? L'histoire, elle est morte. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on peut se poser la question de la catégorie de l'histoire. Est-ce que les jeunes s'intéressent à l'histoire? En dehors des jeunes gens qui font des doctorats, pas beaucoup. Nous avons à un moment donné, comme génération, je pense qu'on a à peu près le même âge, mais non, ce que je veux dire, c'est que nous, lorsque nous avions des doutes, nous revenions vers l'histoire. Pour nous, l'histoire était le réservoir des vérités qui nous révélait plus ou moins la manière dont il fallait penser le présent. Aujourd'hui, le présent, il se fabrique en temps réel avec des téléphones, avec 24 heures sur 24, et vous avez une génération qui ne lira pas des livres d'histoire, qui n'a pas l'intention d'en lire. Quand on discute avec des jeunes gens, je passe au milieu, tu es prof, on voit des jeunes étudiants qui nous disent « mais l'histoire c'est un mensonge, la vérité c'est les Illuminati, et puis c'est les francs-maçons, et puis c'est pas les francs-maçons, c'est les autres, et puis c'est le Mossad, et puis les savoirs, et les Américains, et ils sont jamais allés sur la Lune, et tout ça, monsieur, on le sait. Quand un étudiant vous dit arrêtez de nous raconter des bêtises, pourquoi vous nous parlez de Socrate et de tout cela, nous, ce qui nous intéresse, on sait ce qui s'est passé, arrêtons avec les mensonges. C'est-à-dire qu'en réalité, le rapport à la vérité est un rapport négatif, il ne la cherche pas, il
Ils la connaissent déjà. Et cette vérité, c'est la vérité du complot. De sorte que la culture, d'abord, si elle a un rôle, c'est d'abord de lutter contre ça. Pas d'aller... Bien sûr, après, il y a des choses magnifiques. Quand Si Moujahid dit que les Amazirs ne pratiquent pas la peine de mort, c'est extraordinaire quand on entre dans cette analyse-là. Ça en dit long sur une anthropologie de la culture, c'est-à-dire la culture, c'est la vie. Ça s'occupe de la vie. Il n'y a pas de culture du meurtre. Quand on regarde dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, il n'y a pas de culture du meurtre. C'est pour ça que quand on dit les musulmans sont des assassins, une culture ne produit pas la volonté d'extermination de l'autre. Mais il s'est passé tellement de choses que ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est nous occuper des jeunes. Parce que, ne lisant pas, sortis de la raison discursive, et je le répète, face à l'image qui est pour eux le réel, non pas l'image du réel, mais le réel lui-même, nous avons à nous poser des questions sur le rôle de la culture. C'est-à-dire revenir aux fondamentaux aussi. Leur dire, par exemple, que le meurtre est injustifiable. Quand est-ce qu'on est peut-être utile, ceux qui défendent la culture? Eh bien, par exemple, quand un jeune vous dit « oui, mais c'est bien fait pour lui s'il a pris une balle dans la tête ». Ça, c'est un moment terrible. Parce qu'arriver à expliquer à un jeune ou une jeune qu'une balle dans la tête, c'est injustifiable, que le meurtre ne se justifie pas, et que la culture et la morale, ça sert justement à ne pas rendre ça justifiable, au départ, dans les moments que nous vivons, ça c'est un vrai travail. Alors après, bien sûr, qu'on peut les amener à lire, leur dire qu'après tout, entre Apulé et Kafka, il y a des passerelles magnifiques. Bien sûr que si on arrive à ça, après on entre dans la culture, j'allais dire, de la sophistication. Mais aujourd'hui, la culture comme moyen d'accomplissement de la vie, et comme refus de la violence, et comme rapport au réel, c'est-à-dire recréer une distance par rapport au réel, ça me semble... Aujourd'hui, on est dans une culture de l'urgence. C'est-à-dire, la culture, c'est une ambulance. C'est plus simplement le plaisir d'ouvrir un texte de Barthes ou de lire Khairi Chalabi en original. Aujourd'hui, un jeune a besoin qu'on revienne vers les catégories fondamentales. Et c'est extrêmement difficile, mais il ne faut pas perdre espoir. Tu me laisses un moment pour réfléchir à laquelle me plaît le plus. Écoute, moi je voudrais revenir à la question que tu as posée par rapport aux lois. Nous savons que le Maroc a ratifié énormément de conventions internationales. On est vraiment avant-gardiste. Si on voit tout ce que le Maroc a pu ratifier, on se dit waouh, on est dans un pays vraiment, et d'abord avant-gardiste, c'est sûr et certain, mais on se dit finalement on a résolu tous nos problèmes. Mais reste que ces conventions ne sont pas du tout appliquée en termes de charia, en termes de loi, en termes de législation. Et il ne suffit pas de promulguer une loi pour pouvoir changer les mentalités, parce qu'il n'y a pas plus dur que changer des mentalités. Je vais donner un exemple très simple. À un moment, pour qu'un couple se marie, le couple devait se présenter au tribunal chez le juge, et le juge donnait l'autorisation. Je pense que ça ne se fait plus, je ne sais pas. Je ne veux pas vous induire en erreur, mais je ne pense pas que le couple aujourd'hui soit obligé d'aller devant le juge. Il dépose un dossier au tribunal pour demander, et quand il y a accord, c'est là qu'ils vont chez les adouls. Et je me souviens d'un jeune couple qui était venu vers moi. Donc voilà, ils se marient. C'est génial, là, ils se marient à la mairie. Vous voyez comme c'est beau, on voit ça dans les films ou dans la réalité, etc. Ça, c'est le Maroc moderne qui a avancé. Mais ce couple est reçu par un juge qui, lui, ne fait pas partie de ce Maroc. Un juge qui a été formé, c'est le fonctionnaire, c'est le mrzen, c'est le pouvoir, etc. Et alors, ils arrivent comme des fleurs. La femme s'est fait belle, le mari s'est fait beau aussi avec son nœud paradini zoujo. Ils vont se marier, ils vont au tribunal pour se marier. Et voilà donc qu'ils vont traverser toutes les péripéties au niveau du tribunal. Et là, les Marocains savent de quoi je parle, avant d'arriver chez le juge. Et en arrivant chez le juge, il n'y avait même pas de chaise pour s'asseoir. Alors, ils restent debout, il y a une foule, ils attendent. Et après, le couple donc rentre, le juge invite l'homme à s'asseoir, mais pas la femme. Et elle regarde, elle ne comprend pas. Elle vient se marier, on ne l'invite pas à s'asseoir. Et puis, à un moment, le juge pose une question à l'homme, et c'est la femme qui répond. Et le juge qui lui dit, je ne vais pas poser la question à toi, moi je parle aux hommes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je cherche à dire. Voilà donc le Maroc qui s'inscrit dans une avancée, dans une modernité, etc., dans des lois qui semblent être égalitaires, mais changer les mentalités, ça met beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est ce dont on se rend compte à plusieurs niveaux.
Et il y a un paradoxe, il y a vraiment un fossé énorme entre ce que le Maroc ratifie, ne serait-ce que la liberté, l'égalité, ne serait-ce que l'égalité des sexes, par exemple, la liberté de conscience. Ne serait-ce que le fait qu'aujourd'hui, certaines... enfin, je n'ai pas envie de lancer l'homophobie sur le tapis, mais bon, je suis obligée de le faire. Les comportements qui sont inhérents à une culture conservatiste, mais également rétrograde, fait que, même quand il y a des lois qui sont promulguées, on a du mal à ressentir et à bénéficier tout de suite de ces avancées des lois, parce que là, c'est très, très difficile de changer. Et bon, il y a énormément d'exemples qu'on peut donner sur la question. Et il y a aussi le fait que certaines lois qui ont été ratifiées doivent passer par les ulama, par le canal religieux, quand on dit que l'homme est l'égal de la femme, moi je veux bien, mais je vais encore remettre sur le tapis l'histoire de l'héritage. Pourquoi moi j'ai besoin d'un homme pour hériter avec moi si on me dit je suis l'égal de l'homme, etc., etc. Et c'est cette situation-là qui met les personnes qui pensent un petit peu dans un malaise. Vous voyez, par exemple, pendant des années qu'on attend cette loi contre le harcèlement qui protège les femmes du harcèlement dans les espaces publics, Très bien, cette loi est sortie. Et Et alors on attend. On attend qu'est-ce qui va se passer. Et c'est ça, on avance, c'est sûr et certain au niveau législatif, on avance. Mais reste que l'application met du temps à arriver, pour toutes les raisons que nous connaissons, et parce que ça bloque aussi. Imaginez, aujourd'hui, j'ai par exemple ma fille qui est dans la rue, elle va se faire agresser verbalement, elle va s'adresser à un agent d'autorité, et ben l'agent d'autorité, s'il pense qu'une femme n'a pas le droit d'être dans la rue à 9h du soir, il ne va pas la protéger. Pourtant, la loi est là. Pourquoi ? Parce que ça bloque à ce niveau-là. Mustafa ? Peut-être je vais revenir sur la question de culture spécifique, la promotion de ces cultures dans un espace migratoire. Pourquoi un espace migratoire ? Parce qu'on a défini tout à l'heure qu'un espace migratoire, pour une culture spécifique, ça devient trop exigeant, voire les défis qu'il impose à ces cultures spécifiques. Donc la culture en tant que telle, elles doivent réagir face aux autres cultures. Donc pour s'enrichir, c'est une condition essentielle. Et pour la promotion de cette culture aussi, donc tout à l'heure on a parlé des pratiques de médiation culturelle, donc c'est fondamental aussi, comme le genre d'activité qu'on fait aujourd'hui, donc pour pouvoir donner une promotion ou bien une image de notre culture par rapport aux autres, parce que la concurrence à certains niveaux c'est très très féroce. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé, quand on dit culture spécifique, donc chaque individu ici de notre communauté subit inconsciemment ou consciemment un processus d'ajustement identitaire au jour le jour. Et je le répète, ce processus n'est pas final. C'est un processus interminable. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire des efforts pour comprendre l'autre et se faire comprendre. Donc c'est dans cette double image qu'il faut réfléchir ou repenser peut-être la question de l'ouverture, la question comment appréhender l'altérité, ça veut dire la dimension de l'autre, que je côtoie quotidiennement, et finalement comment assurer cette communication qui est fondamentale pour établir des liens, malgré nos différences, malgré que ce soit implicite ou explicite, malgré la différence des mentalités aussi, mais je juge que c'est fondamental ce genre de pratique culturelle pour la promotion de notre culture spécifique ici, dans un contexte migratoire, réputé le plus souvent un espace éclaté, voir les différentes cultures en présence, et un espace surtout en constance devenir, par exemple, ou bien en perpétuel devenir, parce que les exigences, elles sont là au quotidien, et ces cultures spécifiques, elles doivent se composer avec. Donc c'est ça ce que je voulais préciser pour... Sans désir de polémique aucun, mais ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la modernité, spécifique, la racine c'est spécie, ce qui a donné le mot espèce. Donc ça veut dire être dans le spécifique, c'est à quelle espèce appartenez-vous. Le jardin des espèces, c'est quelque chose qui se crée au XVIIe siècle,
où on va justement pour la première fois classer les espèces les unes à côté des autres. Le danger du spécifique, c'est que aussi on a oublié cette étymologie-là et qu'on est bien dans un processus de rattrapage postmoderne qui consiste à nous faire oublier quand même l'origine du mal, qui est quand même spécifiez-vous, ça veut dire dites-nous à quelle espèce vous appartenez. Peut-être je rajoute quand on dit culture. Oui, quand je dis culture spécifique, ça veut dire qu'il y a un potentiel symbolique relatif à cette culture-là. Donc il ne faut pas prendre la culture spécifique dans... Exact. Donc il y a un potentiel symbolique à respecter. Chaque culture a un potentiel symbolique par rapport aux autres cultures. Et c'est l'interaction entre ces potentiels symboliques où il y a la richesse. Ça, c'est fondamental, surtout quand on dit un espace migratoire exigeant. Et c'est dans ce sens-là que je voulais préciser les cultures spécifiques en général. Alors, réaction, je reviens à cette question de la nécessité, pour éradiquer tout ça, de revoir les politiques éducatives et culturelles dans notre pays, les revoir. Je vais raconter rapidement une anecdote pour montrer à quel point on est à côté de... je recentre des préoccupations. J'avais eu l'occasion d'être dans une institution qui gérait à l'époque, ça doit être la NRT, qui gérait la deuxième licence c'est-à-dire la veille de la propagation et de la dissémination du portable, ce dont vous parlez, l'ère de la digitalisation. C'était l'année 2000, je pense. Et il y avait une première conférence pour lancer le produit. C'est une licence qui s'est vendue, je ne sais quoi, 1 milliard, etc. Et après, ça y est, on a eu tout le monde. Et il y avait le patron, enfin le DG, qui était déjà éclairé, parce qu'il est dans le secret des dieux, comme on dit. Il avait dit, voilà, dans 10 ans, si on ne fait pas attention, si on ne prépare pas nos générations, nos enfants, à cette période, il a utilisé digitalisation et le monde de convergence numérique. C'est-à-dire, et il a expliqué aux journalistes, il y a tout un parterre de journalistes, il a expliqué que convergence, c'est quoi? C'est exactement ce smartphone aujourd'hui. À l'époque, c'était inimaginable. Il n'y avait même pas l'appareil photo dans le... C'est-à-dire, vous avez votre télé, vous avez l'Internet dans un même... C'était magique. Le lendemain, l'un des chroniqueurs, des éditorialistes les plus à gauche, c'était dans Libération, vous pouvez vérifier, avril 2000, je crois, il a écrit le lendemain, c'est un progressiste. Hein. Le Maroc n'a pas su vendre son soleil, ni écouler ses oranges. Il compte sur du vent, il a souligné, pour renflouer les trésors vides, les caisses vides de sa trésorerie. C'était à l'époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu toujours une anticipation, une proactivité pour suivre les évolutions. Nous avons une première fracture, c'était après l'indépendance. Une deuxième fracture, c'est les années 80. On a enlevé la philosophie, on a encouragé la techno, etc. Et aujourd'hui, on paye les pauvres. C'est-à-dire, aujourd'hui, la fracture qu'on a, on a une fracture numérique, une fracture de savoir. Et c'est pourquoi, je termine par là, il faut une politique éducative adaptée à notre culture, à notre personnalité, aux Marocains qui sont traversés par des différents courants occidentaux et orientaux et d'autres courants qui sont d'autres natures, comme le djihadisme, etc. Il faut que l'école intervienne, que la famille intervienne. Et quand je parle de la langue amazigh, la langue arabe, etc., c'est pas par fétichisme ni par sacralisation, pas du tout. C'est pas la personne. Est-ce que l'enfant aujourd'hui marocain, surtout les hijras, ça on l'a vécu avec les immigrés, dans les forums des associations, le problème de la crise d'identité. La crise d'identité, qui suis-je? La personne, il faut qu'il soit fier de sa personnalité, de ses composantes, etc. Et ça s'enseigne, ça se forme. Et il faut revoir les programmes que j'ai dit, et il faut que tout le monde participe, les journalistes, les écrivains, à ce renouveau de notre système éducatif. Et je crois que
Une des solutions, une des pistes passe par l'éducation d'abord, l'éducation, et le citoyen qui est aujourd'hui au banc de l'école, au banc de l'université, etc. Et c'est le radicaliste de demain, c'est l'éclairé de demain, etc. Voilà, merci.